Un aigle noir plané sur la ville, il a juré d'être victorieux. De tous côtés, les corbeaux se faufilent, dans les sillons et dans les chemins creux. Mais tout à coup, le coq au loin claironne, cocorico de nous petits soldats. Le soleil brille partout, le canon donne, jeunes héros, voici le grand combat, les Verdun, la victorieuse. L'année 1916 marque un tournant dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. C'est l'année des grandes batailles de Verdun et de la Somme. On y voit une homogénéisation progressive de l'uniforme du soldat français après une année 1915 particulièrement chaotique et meurtrière. La production française du nouveau drap bleu clair débute en novembre 1914 et est obtenue par le mélange de 3 couleurs de laine, écru, bleu clair et bleu foncé. Ce drap, mieux connu sous le nom de bleu horizon, est distribué à très grande échelle à partir du printemps 1915. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 2 uniformes de fantassins français pour les périodes 1916 et 1918. Je représente un soldat du 33e régiment d'infanterie d'Arras, ici plus particulièrement un caporal, qui porte actuellement donc un exemple de tenue qui pouvait être portée au courant de l'année 1916. L'année 1916, c'est une année assez importante pour le conflit, mais aussi pour l'uniformologie, puisque l'uniforme et l'équipement va être le plus standardisé possible par rapport à l'année 1915. On va retrouver donc un uniforme complètement bleu horizon, avec parfois différents types de fabrication, donc différents types de coloris. On va retrouver donc principalement la capote Poiret. Ici, c'est une 4e type, imaginée par le célèbre couturier de l'époque, Paul Poiret. On va la distinguer par une seule rangée de boutons, et 2 poches de poitrine, ainsi qu'une martingale à l'arrière. Les revers sont rabattables. On va retrouver ensuite les bandes moletières qui vont remplacer les guetons de cuir tout au long de l'année 1915, qui seront aussi de couleur bleu horizon. Les brodequins, ces nouveaux modèles seront donc bruns désormais et plus noirs. On va également retrouver donc par la suite l'équipement qui va être également brun en remplaçant tout celui qui était noir, avec la même configuration qu'au début de la guerre, donc 3 cartouchières, 2 ventrales, une dorsale. La boucle de ceinturon va également changer, et ça va être de même pour la sangle du fusil, qui va également se retrouver être brune. Le pantalon culotte modèle 1914 dispose de 2 poches de flanc et d'un passepoil jaune jonquille relative ici à l'infanterie. L'ensemble de l'équipement du soldat est suspendu par 3 bretelles de suspension en cuir brune également. On va retrouver sur la capote 2 rouleaux d'épaule ou un si le soldat n'avait pas la chance d'en avoir 2. Ces rouleaux servent principalement à maintenir la sangle du fusil lorsque le soldat marche, mais également le reste de l'équipement qu'il porte sur le dos. Le soldat est donc équipé d'un fusil Lebel. Il a une portée pratique de 250 mètres et dispose donc de 10 cartouches. 8 vont être logées dans un magasin tubulaire sous le canon principal. Une va être dans la chambre et une autre dans la planchette élévatrice qu'on va retrouver ici. Qui est le premier fusil réglementaire au monde à disposer d'une munition sans fumée, donc sans poudre noire. La baïonnette modèle 1886 équipe le Lebel, le menant à une hauteur d'à peu près 1,80 m. Elle dispose d'un quillon, ici, vu que c'est son premier modèle, et d'un manche en maille short. C'est une épée baïonnette, comme on peut voir avec le manche, et elle va équiper toute l'armée française. Aujourd'hui, vous la connaissez sûrement sous le nom de Rosalie, mais c'est un nom qui a été majoritairement donné par l'arrière et par les civils depuis une chanson de Théodore Botrel qui était en vogue à l'époque. Les soldats l'appelaient plutôt le cure-dent ou la piquante, montée donc sur son nougat, le fusil. En plus de son équipement lié à son armement, le soldat dispose d'un sac d'accès rapide. La modèle 1892, c'est une musette en toile qui va lui permettre de stocker du petit matériel comme de quoi écrire ou de quoi sustenter. On va retrouver également le bidon modèle 1877, modèle 2 litres. C'est un modèle qui est issu des troupes coloniales de 2 litres, qui était plus pratique dans les terrains africains et dans les colonies où il fait plus chaud. Il remplacera donc
le modèle d'1 litre qui était réglementaire pour l'armée française en 1914. Début 1916, l'armée cherche à pallier la problématique liée à la surbrillance du casque et va, dans un premier temps, proposer des couvre-casques de différents coloris qui seront portés ou non par les hommes sur le front. Ils vont être en toile et vont permettre donc de protéger la couleur et également d'être trop vus lorsque le soldat sort du parapet afin d'éviter d'être des cibles trop faciles pour les tireurs ennemis. Problème, assez rapidement, les soldats vont se rendre compte que la toile garde l'humidité et que si peu qu'on ait une blessure à la tête, celle-ci va s'infecter bien plus rapidement qu'en moyenne et ça va également donc abîmer considérablement l'aspect du casque. Le soldat dispose également d'une poche interne à sa capote qui est facile d'accès et qui dispose d'un pansement principal du soldat. Lorsqu'un soldat est blessé et qu'un camarade doit venir en aide à celui-ci, il doit utiliser le pansement du soldat blessé afin de garder sur soi un pansement au cas où lui aussi, à son tour, devient blessé. Vous êtes pour le premier masque à gaz réglementaire de l'armée française, le modèle M2, qui est un masque qu'on va présenter par la suite. Notre homme dispose ici d'un appareil de protection contre les gaz, le masque à gaz M2 de deuxième type, qui vient en remplacement du masque à gaz de premier type, qui était composé d'une seule feuille de cellophane pour la visuelle. Ici, donc, le modèle deuxième type a été adopté par l'armée française le 24 janvier 1916 et dispose donc ici d'œilleton bleu horizon, mais également d'une solution neutralisante à l'intérieur de gaz situé dans le dispositif, ainsi que de sangles ajustables qui permettent de s'ajuster donc à n'importe quelle morphologie de visage. Le masque est livré avec une pochette en toile qui sera assez vite remplacée par un étui en métallique qui va être très pratique contre l'humidité et les chocs, si bien que le soldat va aller jusqu'à l'utiliser non pas seulement pour mettre son masque à gaz, mais également pour mettre plus d'objets personnels comme des lettres, du papier ou parfois de la nourriture, grâce à ses propriétés contre l'humidité et les chocs. Le havresac modèle 1893 modifié 1916, surnommé As de carreau ou encore Azor, signifiant chien en argot de poilu, est en toile et comporte des sangles en cuir fauve. Il contient tous les effets du soldat et peut atteindre une masse de 20 à 25 kg. Plusieurs configurations de montage sont possibles. Ici, la demi-couverture est enroulée dans la toile de tente. Le tout est monté en fer à cheval. La gamelle modèle 1852, un outil individuel et un outil collectif, ici le plat à 4, y sont attachés. Alors quant à moi, je représente un caporal du 90e régiment d'infanterie du 2e bataillon, c'était le régiment de Châteauroux, en 1918. Alors bien que similaire à mon camarade en 1916, la tenue comporte énormément de différences. Donc tout d'abord, je n'ai plus la capote Poiret mais la capote modèle 15 qui diffère avec 2 rangées de boutons. Ici, nous pouvons identifier donc le soldat grâce à sa patte de colle, donc le 90e d'infanterie, plus le petit disque rouge qui correspond au 2e bataillon. Le caporal comporte des brisques d'ancienneté, donc un premier chevron pour 1 an au front, et ensuite chaque chevron pour 6 mois d'ancienneté au front, donc ici 2 ans et demi. Le soldat porte ce qu'on appelle le rouleau d'assaut, donc il portait ça pour quand il montait à l'assaut et qu'il emportait toutes ses affaires quand il ne savait pas s'il allait avoir du ravitaillement. Donc, le rouleau d'assaut est constitué d'une toile de tente et une couverture roulée entre elles, ensemble évidemment. La gamelle modèle 1852 et un outil, donc ici une hache. C'est plus léger que l'as de carreau, mais c'est tout aussi encombrant et ça restreint énormément les mouvements. Donc le soldat porte le fusil Berthier modèle 1907-15, qui est une évolution des fusils de tirailleurs modèle 1902 et 1907. La principale différence avec le Lebel consiste en son magasin. Ici, ce n'est plus un chargeur tubulaire, il s'agit de lames cartouches, de 3 cartouches, ainsi, qui viennent se placer ici et qui sera beaucoup plus rapide à recharger et à manipuler.
C'est un système Mannlicher, contrairement au système Kropatschek du Lebel. Donc ce fusil, initialement prévu pour tirer des lames chargeurs de 3 cartouches, aura une adjonction de chargeur, une adjonction de magasin en 1915 qui permettra de monter à 5 cartouches. Il sera encore utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale avec peu ou pas de modifications. Donc ce fusil comporte la même baïonnette que le fusil Lebel, sauf que celle-ci aura une modification importante au niveau du quillon. En effet, le soldat se prenait facilement dans les barbelés avec, donc on décide de la supprimer. La poignée est en laiton et elle se fixe exactement selon le modèle de la baïonnette Lebel. La longueur est exactement la même et le poids est pratiquement le même également. Donc c'est une baïonnette cruciforme, toujours le modèle 1886. Comme protection anti-gaz, nous retrouvons le masque à gaz ARS-17 pour appareil de respiration spéciale modèle 1917. Il est produit à partir de 1917, comme son nom l'indique, et il est surtout distribué à partir de début 1918. Il se compose d'un loup en caoutchouc, qui est le même que celui du masque M2 présenté précédemment, de sangles en élastique, ainsi que de 2 toiles couvertes d'une substance anti-gaz, l'une sur l'autre. Ce masque-là est un original, ce qui explique son état. C'est un masque à cartouche filtrante en charbon. C'est le premier masque de l'armée française à utiliser ce système de cartouches filtrantes interchangeables, inspiré des masques à gaz allemands. Il se trouve dans un boîtier en métal, cannelé. À partir de 1918 et surtout à la fin de la guerre, le boîtier aura à sa partie supérieure une ceinture de métal de 35 mm qui sera ajoutée, ce qui permet de dater un boîtier première ou après-guerre. Ces masques à gaz seront réutilisés pour certains, modifiés pour devenir les masques à gaz de la défense massive et les masques à gaz français, les ANP 31 pour appareil normal de protection, à partir de pendant la Seconde Guerre mondiale.